Bonjour, bienvenue à toutes et tous dans ce nouveau webinaire. Moi, c'est Sarah Barnéou, je travaille au sein d'Expertise Climat, qui est une association à but non lucratif et indépendante. Notre mission, c'est d'aider les journalistes et les scientifiques à travailler ensemble pour mieux couvrir les crises environnementales que l'on connaît. Donc, on a monté ce webinaire en collaboration avec le Club de la Presse Occitanie pour parler aujourd'hui d'agriculture et des enjeux autour de la ressource en eau. C'est vrai qu'entre les vagues de chaleur, les sécheresses récurrentes, les orages destructeurs et puis les différents conflits d'usage, les débats autour des bassines notamment, l'eau est devenue l'un des enjeux les plus brûlants du monde agricole et particulièrement en Occitanie. Voilà, on a des épisodes extrêmes qui se multiplient et donc la question, c'est plus vraiment de savoir si cela va impacter l'agriculture, mais comment ça va l'impacter et comment vous, en tant que journaliste, vous pouvez couvrir ces sujets d'actualité locale, que ce soit cet été et bien sûr au-delà. Donc pour répondre à ces différentes questions, on accueille Sylvain Baronne, qui est directeur de recherche en sciences politiques à l'INRAE, et puis Sylvain Doublet, qui est responsable agronomie, climat et bioressources chez Solagro. L'idée, c'est qu'on reparte de ce webinaire avec un bagage commun qui pourra être réutilisé à l'occasion voilà, d'un sujet sur l'agriculture. C'est pourquoi ce webinaire, il est enregistré. Et il sera rediffusé, mais aussi on vous communiquera une note avec les points essentiels, les exemples évoqués qui peuvent faire l'objet d'un papier, d'une émission, et puis un certain nombre de ressources utiles pour nourrir votre travail au quotidien. Sur ce, je vais laisser la parole à nos experts. Donc, on va commencer avec Sylvain Doublet, qui nous fait un état des lieux, voilà, des risques du changement climatique qui pèsent sur l'agriculture occitane. Eh bien, merci beaucoup, merci pour l'invitation. Alors, moi, je me présente, donc Sylvain Doublet, je suis ingénieur agronome et je vous parle depuis l'association Solagro, qui est une association qui a été créée il y a plus de 40 ans maintenant et qui traite des questions de énergie, climat, alimentation, agroécologie, tous ces sujets. Et autour de trois métiers, donc ingénierie conseil, recherche et prospective et diffusion de partage et de savoir. Donc c'est vraiment dans ce cadre-là que je suis là aujourd'hui. On a voilà, une cinquantaine de salariés, principalement basés à Toulouse, sur le site de l'école d'agro de Purpan, et puis ensuite d'autres équipes à Lyon et dans le nord de la France. Donc la question du jour, c'était agriculture, agriculture, climat et la ressource en eau, où on en est à peu près aujourd'hui et voilà, à quoi on peut s'attendre. Donc je vous ai mis euh, voilà, alors ces diapos, vous les connaissez sûrement. Donc c'est aussi des ressources pour vous, hein, le groupe RECO, hein, donc sur le changement climatique en Occitanie, qui fournit des visuels qui sont sur ces sujets-là. Donc là, c'est l'évolution des températures, par exemple, sur le territoire occitanien. Alors attention, quand vous lisez vous avez peut-être l'habitude maintenant, quand vous lisez des évolutions de température, il faut toujours savoir voilà, quelle période on compare à quelle période. Par exemple, le graphe en haut à gauche, c'est plus 2,1 degrés entre le début du siècle précédent et la période actuelle. Et puis la partie droite, donc le futur envisagé, c'est plus 2 ou plus 5 degrés par rapport au début du siècle, donc pas par rapport à maintenant. Ce qui fait que par rapport à maintenant, ça ferait peut-être un peu moins. Donc voilà. Alors ensuite, donc voilà, on s'attend sur Occitanie, évidemment, à une augmentation des températures. Alors les RCP, peut-être vous ne connaissez pas ce vocabulaire, c'est les différents scénarios du GIEC en termes de niveau de réchauffement. Le RP, alors le chiffre qui est après le code RCP, c'est l'augmentation du forçage climatique en watts par mètre carré, peu importe. Donc le 2,6, c'est le scénario dit accord de Paris, et le 8,5, c'est le scénario du pire qu'on avait appelé Trump, qu'on avait arrêté d'appeler Trump, et maintenant qu'on réappelle évidemment Trump. Donc le 2,6, maintenant plus personne n'y croit. Donc on est quelque part entre le 4,5 et le 8,5, ce qui vous donne à peu près des niveaux de réchauffement pour l'Occitanie. Je vous rappelle que la différence entre une année normale et une année chaude, c'est 1 degré actuellement. Donc quand vous voyez plus 3,8, c'est vraiment significatif. Ici, un autre visuel proposé par Echo, qui est l'évolution alors c'est vraiment d'actualité, des nuits tropicales, hein. Le visuel qui est à droite, c'est les nuits tropicales. Alors, les nuits tropicales, c'est les nuits où la température minime ne descend pas en dessous de 20 degrés, où en gros, on ne peut pas ouvrir les fenêtres pour se rafraîchir la nuit.
Et vous voyez que selon les scénarios, bon, ça va d'une augmentation moyenne à une augmentation très très significative de nuit tropicale. Ouais, le graphe en bas à droite, la région Occitanie en bas à droite, qui est toute quasiment violette là, ça veut dire entre 90 et 100 nuits chaudes comme on vient de vivre là, par an. C'est pas, voilà. Donc c'est très significatif. Et puis voilà, ça a été dit en introduction, plus de vagues de chaleur, plus de choses comme ça, c'est assez clair. Pour les températures, tous les modèles sont assez clairs. Pour la précipitation, c'est plus compliqué. Les modèles enfin, les observations sont claires, hein. Donc, c'est moins 15% en gros sur le cumul annuel sur la région. Euh, et puis sur les tendances, alors là, on verra plus tard, il peut y avoir des différences entre les modèles, mais grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est un climat plus chaud est un climat plus humide à l'échelle monde. Il y a plus d'évapotranspiration de l'eau de mer, hein, donc c'est un climat qui est plus pluvieux, hein. Plus on réchauffe, plus il y a de pluie. Et par contre, cette zone, la pluie n'arrive pas de manière homogène partout dans le monde, évidemment. Et ce dont on est à peu près, ce dont on est certain, c'est qu'il pleuvra beaucoup plus dans le nord de l'Europe et du coup le nord du monde, hein. Et il pleuvra beaucoup moins dans le sud de l'Europe. Et vous l'avez bien compris, la France est placée au milieu de ces modélisations climatiques. Mais globalement, c'est à peu près certain que pour l'Occitanie, ça sera une baisse des cumuls de pluie. Et pour les régions nord de France, ça sera une augmentation des cumuls de pluie sur l'année. Et ces cumuls de pluie vont, voilà, c'est une baisse sur l'année qui paraît voilà, de quelques dizaines de pourcents, ce qui est déjà très significatif. Et par contre, des baisses significatives de régime de pluie l'été, c'est-à-dire voilà, des pluies en gros, qui s'arrêtent en juin et qui redémarrent significativement plutôt en octobre. Donc tout ça, c'est signature du changement climatique. Et puis un dernier point d'actualité, voilà, la France a mis sur la table son troisième PNAC, donc le Plan national d'adaptation au changement climatique, le PNAC 3. Et le PNAC 3 met en valeur une nouvelle notion qu'on appelle la TRAC, la trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique. L'État français a décidé de simplifier un peu le message en disant, voilà, il y a plusieurs modèles, etc. Il y a plusieurs, etc. On dit, bon, on va faire simple, on va dire qu'on va s'adapter à des niveaux de réchauffement tels qu'ils sont là, identifiés. On ne va pas s'amuser à jouer avec les différents RCP comme on l'a fait tout à l'heure. Là, on dit, voilà, voilà les cibles auxquelles on cherche à s'adapter, c'est-à-dire, voilà, on se donnait les chiffres, c'est, voilà, pour 2030, on s'adapte à un climat qui réchauffe de 1,5 degré à l'échelle monde. Et puis le petit visuel du bas, c'est l'échelle France, donc c'est 2 degrés à l'échelle France. À l'échelle 2050, c'est 2 degrés à l'échelle monde, 2,7 degrés à l'échelle France. Et à l'échelle 2100, c'est plus 3 degrés à l'échelle monde et plus 4 degrés à l'échelle France. Sachant que la France voilà, est sur une latitude un peu plus nord, donc elle se réchauffe plus que la moyenne planétaire. Donc rappelez-vous ce que je vous ai dit, hein, plus 1 degré, c'est déjà l'écart entre une année chaude et une année normale. Donc voilà ce que propose la France. Donc le vocabulaire track, c'est quelque chose que vous allez retrouver dans beaucoup de documents maintenant, comme voilà, c'est ça à quoi on doit s'adapter. En termes de température, c'est assez, comment dire, facile à lire. Et puis après, il y a tout le vocabulaire changement climatique qui va avec. Je vous ai mis ici quelques visuels hein, qui proviennent sûrement en partie de vos journaux hein, sur ce qui s'est déjà passé en Occitanie entre les coups de chaud en haut à gauche avec des vignes qui ont séché sur pied quand la température au sol a dépassé les plus de 50 degrés. Euh, les coups de gel les coups de gel sur les vergers en bas à gauche où on voit des bougies qui s'allument pour essayer de corriger la température de quelques dixièmes de degrés, c'est ce qui peut sauver complètement un verger ou une vigne. Vous avez en haut à droite bah, des excès d'eau, hein, on l'a dit tout à l'heure, hein, qui ont empêché les semis ou qui ont empêché les récoltes. La deuxième photo à droite, c'est ce qui reste après un orage de grêle sur l'aérose de Lautrec cette année, hein. Donc il n'y aura pas d'aérose de Lautrec cette année. Et puis, vous avez aussi des visuels. Vous avez une caméra thermique posée sur une vache en bas, là, avec alors, plus c'est chaud, plus c'est jaune, avec des vaches qui atteignent 40 degrés, sachant que les ruminants sont en inconfort thermique à partir de 25 degrés. Enfin, voilà, vous avez tout un tas de choses qui s'embrayent. Et je vous ai mis aussi une petite photo de. Alors, c'est pas un moustique, c'est un petit moucheron qui est vecteur de maladies chez les animaux. Donc, tout ça, c'est clair maintenant. Et puis, ça a été dit en introduction, la principale difficulté
pour l'agriculture, pour s'adapter au changement climatique, alors voilà, je me pèse mes mots, c'est pas tant la trajectoire de plus 4 degrés en fin de siècle, c'est vraiment l'augmentation de la fréquence des aléas et de l'intensité des aléas. C'est ça qui pose aujourd'hui le plus de problèmes plutôt que la lecture en disant il pleuvra un peu moins et puis il fera un peu plus chaud. C'est vraiment l'augmentation des aléas, leur fréquence et l'intensité qui pose le plus de problèmes aujourd'hui pour s'adapter en disant voilà, on ne sait pas à quoi il faut s'adapter. L'année normale devient exceptionnelle. C'est un peu le vocabulaire clé maintenant. Et on ne sait pas de quoi sera fait l'année prochaine. Est-ce que ce sera un modèle plus 2024, plus 2022, ou un mélange entre les deux, etc., etc. Alors après, la particularité de l'agriculture de la région Occitanie, déjà, c'est qu'elle est gigantesque. Et qu'ensuite, en termes d'agriculture, c'est vraiment deux salles, deux ambiances. C'est-à-dire que vous avez l'ex-Languedoc-Roussillon, vous savez mieux que moi, qui est vraiment dominé par la vigne et l'arboriculture. Et puis l'ex-Midi-Pyrénées, qui est plutôt dominé par les grandes cultures autour de Toulouse, Auch, la plaine céréalière. Et puis l'élevage dans la moyenne montagne ou dans la montagne, avec une petite zone verte autour de Montauban, là, qui est autour de l'arboriculture, qui reprend après Agen. Mais voilà, c'est vraiment pas du tout la même chose. Et le fait d'avoir regroupé ces deux régions, ça peut brouiller pas mal les cartes. Je vous ai mis ici quelques visuels pour vous rappeler quelles étaient les cultures irriguées, hein. Alors, vous voyez le petit visuel qui est à droite. L'irrigation, elle est assez massive sur le Languedoc-Roussillon, puis après on le retrouve sur l'ouest de Midi-Pyrénées. Et puis, alors, évidemment que le Languedoc-Roussillon, c'est principalement la vigne qui est irriguée. Et sur Midi-Pyrénées, alors, vous avez 37% maïs grain, mais dans autres, il y a aussi beaucoup de maïs, hein, du maïs conso, maïs doux, du maïs semence, etc. Donc, c'est une grande partie du maïs qui est irrigué. Donc, en gros, si vous avez le triptyque vin, maïs, et puis après les fruits autour du Tarn-et-Garonne, et puis le Languedoc-Roussillon, vous avez le triptyque gagnant de l'irrigation. Ça, je le détaille, on y reviendra si besoin. Ça, c'est si vous vous concentrez sur Midi-Pyrénées, en gros, l'irrigation se concentre sur uniquement quasiment le maïs, hein, 75% des surfaces, 80% des volumes pour le maïs en termes de consommation d'eau. Alors très rapidement, je vais mettre un petit visuel là, sur la valeur ajoutée, hein, de ces productions. Voilà, on va juste se concentrer sur le maïs, par exemple, sur le visuel de gauche. Vous avez donc l'irrigation, c'est un tiers de la valeur de la production végétale. Mais évidemment, il y a la vigne là-dedans, hein, qui vaut beaucoup dans la balance. Et vous voyez, par exemple, le maïs dont on vient de parler, sur le graphe du bas, c'est 3% de la valeur des productions végétales. Le maïs irrigué, c'est 3% seulement de la valeur ajoutée des cultures pour un volume d'eau phénoménal. Donc, voilà, ça, c'est juste pour mettre en perspective. Je reviens pas sur ces cartes, mais voilà, si on en a besoin, on sait qu'elle est là. Et après, c'est ça qui est important aussi à comprendre, c'est que voilà, deux salles, deux ambiances. À gauche, l'axe Garonne, à droite, bah, le Languedoc-Roussillon qui est alimenté par l'axe Rhône. C'est ça qu'il faut bien avoir en tête. Donc j'imagine que c'est des choses que vous connaissez. Donc vous avez si on se concentre sur l'axe Rhône, vous avez évidemment le Rhône qui coule à droite en bleu. Et puis vous avez tous les canaux qui ont été construits au fur et à mesure du temps pour aller porter l'eau du Rhône le plus loin possible dans les terres, avec évidemment Aqua Domitia, qui est le tracé rouge, là, qui est le tracé en cours de développement, qui vient porter l'eau du Rhône jusque le plus loin possible et qui en partie soutient l'irrigation des vignes dans ces zones-là. Et puis, voilà, il y a des demandes pressantes, notamment de l'Espagne, hein, de poursuivre Aqua Domitia pour aller jusqu'à Perpignan, voilà, pour aller jusqu'à Barcelone, en gros. Et puis, évidemment, la ville les Pyrénées-Orientales qui, depuis 2 ans, ils sont en urgence absolue et demandent évidemment d'avoir de l'eau. Alors, pas pour l'irrigation, hein, mais là, on est vraiment sur la zone de crise, donc on est sur l'eau potable. Mais disons que cette zone-là, elle est couplée à l'axe Rhône, c'est ça qu'il faut bien avoir en tête. Et le Rhône est un fleuve qui bénéficie de tout le bassin versant des Alpes. Et donc, c'est le fleuve, a priori, le moins exposé en termes de réduction de débit à l'échelle européenne. Et puis, de l'autre côté, vous avez l'axe Garonne, où là, c'est un des fleuves les plus exposés en termes de perte de débit, parce qu'il est alimenté
que, entre guillemets, par une partie des Pyrénées, notre versant à nous, plus un petit peu du Massif central. Et vous voyez j'ai mis une carte un peu de tout ce qui est actuellement mis en place pour faire du soutien d'étiage sur l'axe Garonne, en alimentant le Lot, la Dordogne, le Tarn, etc. Et tout ce qui peut permettre d'amener de l'eau dans tous ces systèmes-là. Et ce système-là, aujourd'hui, vraiment au bord de la rupture et n'a pas d'autre moyen de se réalimenter que ce qui est sur la carte. Alors que l'autre côté, côté Rhône, donc, il y a, entre guillemets, encore un peu de marge de manœuvre. Et puis la situation récente, bah, vous les connaissez, hein, donc ça, c'est les cartes qui montrent le nombre de fois où on était en crise de 2012 à 2022, et vous voyez que voilà, sur la région Midi-Pyrénées, on est, euh, on est 10 fois en crise sur les 10 dernières années. Donc ça prend pas 2023-2024 où on verrait apparaître plus nettement le Languedoc-Roussillon. Et puis ça, c'est le futur proche. Donc ça, c'est une analyse qui vient de sortir du Haut Commissariat à la stratégie et au plan, qui essaye de faire un peu des analyses offre-demande sur l'eau, alors tout secteur confondu, hein. Et puis vous voyez voilà, la situation, la carte de gauche, c'est le scénario tendanciel. Oui, c'est découpé en grands bassins versants. Et puis, voilà, c'est le nombre de mois au cours de laquelle la situation hydrique s'aggrave. Et vous voyez que nos régions, enfin, quand je dis le Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées, quel que soit le scénario envisagé à l'horizon 2050, tous s'aggravent. Et puis ça, c'est une carte qui provient du PAC, du plan d'adaptation au changement climatique d'Adour-Garonne. Donc là, on est vraiment sur l'axe Garonne. Et vous voyez, la courbe en bleu, la courbe en bleu, c'est la situation actuelle, avec un déficit actuel qui est de l'ordre de 200, là, le jaune plein là, sous la ligne rouge. Voilà, il manque structurellement 200 millions de mètres cubes d'eau aujourd'hui dans la Garonne. Et puis le futur proche, si on change rien, on est sur un déficit qui passe de 200 millions de mètres cubes à 1 milliard de mètres cubes à peu près. Et puis un déficit, donc en gros, la période où on est sous la barre rouge, qui va, vous voyez, de début juillet à début octobre voilà, pour sortir de la zone de crise. Donc voilà, si on change rien, on est vraiment dans une situation plus que limite. Alors, je vous ai mis un petit résumé voilà, comment aujourd'hui est envisagée l'adaptation de l'agriculture à ces sujets-là. Donc, il y a une partie de la population agricole et syndicats majoritaires qui pensent qu'il faut résister, c'est-à-dire maintenir coûte que coûte le système actuel, avec un accès à l'eau non limité pour l'agriculture. Alors, évidemment, après ce que je vous ai dit, l'axe Garonne, alors pensez ça pour l'axe Garonne, évidemment, c'est un pari fou, parce personne ne sait où aller chercher l'eau. Et aujourd'hui, toutes les villes réfléchissent plutôt à des plans de crise eau potable que de d'étendre de manière infinie l'eau pour l'irrigation. Sur l'axe Rhône, il y a évidemment le projet Aqua Domitia 2030, mais il y a de fortes chances que s'il y a de l'eau additionnelle, avant que ça arrive à l'agriculture, il y aura d'autres priorités, notamment évidemment l'eau potable et puis Barcelone. Ensuite, les différents enjeux de priorisation de cette eau qui est aujourd'hui utilisée et mise à disposition pour l'agriculture. On ne l'a pas dit, hein, mais l'agriculture, c'est 90% des consommations d'eau en période estivale, hein. Donc, aujourd'hui, on peut considérer ça comme nos limites aujourd'hui. Et puis, dans le futur proche, cette eau potable, elle doit servir en priorité, enfin, cette eau mise à disposition à la société. Elle servira en priorité à l'eau potable, ça c'est sûr. N'oubliez pas qu'il faut refroidir les centrales nucléaires et donc il faut maintenir de l'eau dans la Garonne et puis dans le Rhône, mais c'est plus grave, c'est plus prégnant sur l'axe Garonne. Et puis l'irrigation et l'abreuvement des animaux, forcément ça vient en trois quand on est en période de crise. Et puis, on l'a dit au début, hein, mais l'accès à l'eau, c'est qu'une seule partie du problème climatique. Il y a aussi des problèmes de gel, de grêle, de zoonose, de confort thermique des animaux, etc., etc. Et puis ensuite, l'autre versant de la montagne, c'est s'adapter. Alors, il y a s'adapter à moindre frais, c'est-à-dire essayer de maintenir la situation actuelle, mais en faisant des paris génétiques avec des nouvelles espèces ou des espèces de maïs qui s'adapteraient, etc., etc. Donc voilà, on sait que c'est des recherches qui existent, mais
L'économie d'eau attendue est très faible. Quand une plante a soif, elle a soif. Irriguer mieux, bon, ça, c'est des études qui existent. On dit, si tout le monde s'équipait de matériel extraordinaire sur l'irrigation, bon, on pourrait faire aussi des économies d'eau, mais très faibles. Vous avez peut-être entendu parler de la reuse de l'eau, le fait de capter l'eau dans différents secteurs associés, puis de la réutiliser avant de la remettre à la rivière, etc. Bon, ça existe évidemment, mais c'est aussi des potentiels très faibles. Vous avez aussi entendu parler d'opportunités climatiques, des nouvelles cultures qui seraient adaptées, etc. On parle d'oliviers dans le sud de la France qui pourraient reprendre de la place, on parle d'EVA, des choses comme ça. Mais les opportunités climatiques, maintenant, ça a pas mal disparu des radars, et parce que voilà, personne ne s'attend à la plante miracle, ça c'est sûr. Et puis, ça c'est notre avis hein, sur l'agro, comment s'adapter et être à l'échelle des enjeux, bah, c'est des réductions massives hein, des cultures irriguées actuelles. Alors évidemment, maïs en premier et vigne en deuxième. Alors on pourra parler du rôle des deux hein, dans l'alimentation, évidemment, sachant que la vigne est en grave crise et bah, le maïs, en gros, ça sert à nourrir les animaux. Et donc, réduction importante des cultures irriguées, etc., c'est possible, mais c'est possible évidemment. Donc ça veut dire produire différemment, ça veut dire produire moins la plupart du temps. Et donc pour être à l'équilibre en termes de régime, enfin d'offres alimentaires à l'échelle nationale, il faut aussi manger autrement. Donc toute cette analyse, on l'a mis dans notre exercice de prospective After 2050 que vous pouvez consulter. Et puis, il y a irriguer autrement. Évidemment, aujourd'hui, si on irrigue aujourd'hui, on irrigue massivement de la vigne et du maïs, qui sont absolument pas des cultures vivrières. Donc, il faut absolument tourner notre économie du sud de la France vers une économie bah, avant euh, avec laquelle on qualifiait les pays en voie de développement. Mais c'est vraiment vers une agriculture vivrière qu'il faut se tourner et évidemment pas et plus une agriculture pour faire des communautés, pour mettre sur le marché mondial et valoriser l'export. Donc voilà quelques éléments clés. J'arrête là et puis après j'ai plein d'autres visuels si besoin, s'il y a des questions. Merci beaucoup, Sylvain, pour cet état des lieux très clair et on pourra revenir en effet sur les visuels au moment des questions et de toute façon, je vous les diffuse aussi. Je vais laisser la parole à Sylvain Baronne qui nous propose une approche du point de vue des sciences politiques. Voilà, donc cette courte présentation, elle vise un peu à politiser l'analyse. Donc moi, je suis effectivement chercheur à l'INRAE en sciences politiques et je travaille sur les aspects de gestion de l'eau, de gouvernance de l'eau, en essayant de montrer ce qu'il y a de politique dans cette gestion, dans cette gouvernance, donc les conflits, la régulation des conflits, la fabrication de compromis, la question du pouvoir, etc. Je suis aussi ancien co-animateur du RECO, donc le réseau d'expertise sur les changements climatiques en Occitanie. Alors, mon approche sera par la gestion de l'eau et non pas par l'agriculture. Je ne suis pas un spécialiste des questions agricoles, mais plutôt de la gestion de l'eau. Une approche de sciences politiques, je l'ai dit, donc je ne suis pas non plus agronome, ni hydrologue, ni économiste. Et puis je me focaliserai sur, c'est un peu la commande, sur la gestion quantitative et beaucoup moins sur les aspects de qualité de l'eau, donc les pollutions, par exemple, les pesticides, nitrates, etc. Même s'il y a un lien évident entre les deux, c'est-à-dire que quand vous avez une eau plus rare, vous avez une concentration des substances polluantes et donc avec beaucoup d'effets associés. Donc oui, quelques éléments de contexte, certains ont déjà été rappelés, mais l'agriculture, c'est dans le panorama des usages de l'eau. C'est selon les chiffres officiels, donc à prendre avec beaucoup de pincettes, j'y reviendrai. C'est 58% des consommations nettes. Les consommations nettes, c'est-à-dire la consommation d'eau qui n'est pas restituée directement au milieu, avec des pointes à 80, plus de 80% pendant l'été, avec un petit point d'interrogation parce qu'il y a quand même beaucoup d'incertitudes sur ces consommations. Un autre élément de contexte, c'est le plan eau donc national de 2023 suite à la sécheresse de 2022, qui est une feuille de route en fait, qui contient un certain nombre de mesures avec un objectif global de baisse, de diminution de 10% des prélèvements globaux en eau d'ici 2030.
mais un plan qui vise une stabilité des prélèvements pour l'agriculture. C'est-à-dire qu'on a une augmentation des surfaces irriguées. Et donc, ce qui est demandé à l'agriculture, c'est moins une baisse des prélèvements on va dire une sobriété ou une baisse des prélèvements à l'hectare. Parce que vous avez des surfaces irriguées qui augmentent. Et donc, si on maintient un même volume global de prélèvements, ben, ça veut dire une diminution des consommations à l'hectare. Les politiques de l'eau sur ces questions d'agriculture poussent à la fois vers des formes de transition agroécologique avec différentes mesures, et en même temps, ça peut être vu comme une forme de paradoxe, ces politiques visent une relance clairement assumée aujourd'hui de l'irrigation au nom de l'adaptation au changement climatique. Et donc c'est très vrai depuis le Varenne agricole de l'eau de 2021-2022. Et, la loi Duplon en parle aussi. Voilà. Donc il y a eu tout un tas d'annonces qui visent une relance de l'irrigation. Euh, alors, bon, certaines de ces cartes ont déjà été présentées, donc je vais pas y revenir. Sur la carte en haut à gauche, vous avez une répartition des prélèvements et des consommations entre grands bassins. Donc pour les bassins qui nous intéressent, on voit que, mais ça a déjà été un peu dit, sur la partie Adour-Garonne, donc c'est la zone en gris. Euh, la région Occitanie est sur deux grands bassins. Vous avez le bassin Adour-Garonne, donc en gris, et le bassin Rhône-Méditerranée en vert. Sur le bassin Adour-Garonne, les prélèvements, les consommations agricoles sont très majoritaires dans les usages. C'est un peu moins vrai pour Rhône-Méditerranée. Il y a beaucoup de consommation également pour l'énergie, notamment les centrales nucléaires, qui évaporent beaucoup. Euh, sur la carte en bas à droite, bah, ça a déjà été présenté, hein, c'est les zones irriguées. Donc j'y reviens pas. Le tableau en bas à gauche, alors il y a des petites animations, je suis désolé, du coup ça rend les choses beaucoup moins dynamiques, mais bon, peu importe. Sur le tableau en bas à gauche, on voit que le nombre d'exploitants d'exploitations ayant recours à l'irrigation diminue légèrement en Adour-Garonne, augmente légèrement, enfin, non, augmente quand même en Rhône-Méditerranée-Corse, mais la part des surfaces irriguées augmente dans les deux régions, et donc notamment sur le territoire de la région Occitanie. Donc ça illustre un peu ce que je disais tout à l'heure, les, les surfaces irriguées augmentent. Et sur la carte en haut à droite, donc on voit que dans la région Occitanie, il y a quand même beaucoup de zones en déséquilibre du point de vue des rapports entre ressources et usages. Donc des formes de tension assez fortes sur la ressource en eau. Alors, un premier point sur les enjeux de la gestion quantitative de l'eau. Donc, c'est une gestion qui marche sur deux pieds. Vous avez un volet planification, donc c'est la politique, les actions mises en œuvre on va dire à moyen terme. Donc, c'est tout ce qui est planification d'ouvrages pour le stockage de l'eau. Donc, je vous ai mis la photo du barrage du Salagou, département de l'Hérault en bas, là, à gauche. C'est des projets d'interconnexion ou d'adduction d'eau. Enfin, Sylvain a parlé tout à l'heure du projet Aqua Domitia qui vise à amener l'eau du Rhône, alors aujourd'hui jusque dans l'Hérault et l'Aude, et demain peut-être jusque dans les Pyrénées-Orientales. C'est aussi tout ce système d'autorisation donné par les services de l'État pour des prélèvements en eau. C'est des systèmes d'interconnexion. C'est aussi des démarches de gestion collective, c'est la planification concertée. Donc là, je vais vous épargner la longue liste de sigles associés à cette gestion concertée, donc les SAGE, les SDAGE, les PTGE, les PGRE, les ZRE, on pourrait revenir, mais la gestion de l'eau est très équipée en dispositifs et en documents de gestion. Donc ça, je dirais, c'est le volet planification. Vous avez également un volet, alors, hop, j'anime moi-même le diaporama, un volet gestion de crise. Donc là, c'est la gestion à court terme. Et c'est notamment ces arrêtés préfectoraux, dits arrêtés sécheresse, de restriction des usages de l'eau. On avait vu, vous vous rappelez, de ces cartes-là, toutes rouges, donc avec tous ces arrêtés sécheresse de niveau crise qui impliquent des restrictions très fortes dans les usages de l'eau. Donc là, la gestion de la crise, elle est à court terme. C'est comment on restreint différents usages de l'eau
pour essayer de prioriser sur des usages prioritaires, donc l'alimentation en eau potable, l'eau pour la santé, la lutte contre les incendies, bon, etc. Et là, ce sont les préfets qui ont la main. Enfin, j'insiste là-dessus. Sur le volet planification, il y a tout un tas d'acteurs, des syndicats de bassins versants, des agences de l'eau, les services de l'État, les collectivités territoriales. Dans la gestion de crise, c'est surtout les préfets qui ont la main. Donc, il y a un certain nombre de défis associés à cette gestion. J'en ai listé quelques-uns ici, mais il y en a aussi beaucoup d'autres. Déjà, on a beaucoup d'incertitudes sur les prélèvements agricoles. C'est-à-dire que là, c'est peut-être un premier message pour vous, mais ne pas prendre pour argent comptant les chiffres officiels voilà, qu'on peut largement déconstruire, interroger. On sort des chiffres, là, 58%, 80%, qui nous interrogent un peu quand on sait qu'il y a énormément de prélèvements, notamment agricoles, notamment les petits prélèvements, qui sont inconnus, soit qui ne sont pas déclarés, soit que c'est des forages individuels. Bon. Donc il y a beaucoup d'incertitudes quand même sur ces prélèvements. Donc méfiance sur les chiffres officiels qu'on peut nous donner un peu clé en main. Ensuite, il y a un autre message, c'est qu'il n'y a pas de solution miracle. Alors, Sylvain, tu as utilisé aussi le terme de plante miracle, donc ça, moi je pense qu'il n'y a pas de solution miracle. Euh, on parle beaucoup, on peut avoir l'impression qu'il y a des solutions un peu sans perdant, un peu consensuelles. En fait, il y a toujours un revers de la médaille. Ça, on pourra y revenir, mais sur le stockage, ça paraît assez évident parce qu'il y a beaucoup de controverses autour des méga-bassines, par exemple, mais pas seulement. La réutilisation des eaux usées traitées est aujourd'hui présentée quand on discute avec les élus, mais aussi certains journalistes, comme la solution miracle. C'est-à-dire qu'on utilise, il y a la notion un peu d'économie circulaire, on réutilise de l'eau usée, ça rend service aux plantes. Non, enfin, c'est pas aussi simple que ça. Il y a beaucoup aussi de difficultés associées à cette solution. Sylvain disait que c'était une solution assez de petite comment dire, de petits volumes. Ça concerne des petits volumes d'eau. Ça prive l'été certains cours d'eau d'une eau nécessaire au soutien à l'étiage quand il n'y en a plus. Quand le cours d'eau est seulement alimenté par les rejets de stations d'épuration, ça génère des questions d'équité entre usagers, des questions de santé. Bon, enfin, voilà. Idem pour l'irrigation de précision. C'est-à-dire que l'idée d'optimiser l'irrigation avec des goutteurs, etc., du goutte à goutte. Donc, on est beaucoup plus parcimonieux dans l'usage qu'on peut faire de l'eau en apportant le bon volume d'eau aux cultures. Ça peut sembler être une solution de bon sens, que c'est largement. Mais ce qu'on observe aussi, c'est qu'il y a souvent un effet rebond. C'est-à-dire que plus vous êtes parcimonieux quand vous irriguez vos cultures, plus les surfaces irriguées en fait, se développent et plus à la fin on a un volume global d'eau utilisé important. Ça, c'est un effet très classique dans l'irrigation de précision qu'on voit dans les pays du Sud, mais aussi dans les pays du Nord. Il y a aussi l'idée que la gestion de l'eau, et là on est vraiment dans l'approche politique, c'est l'expression de rapports de force entre acteurs, usages. Donc l'idée qu'il y a des solutions optimales prises par des gestionnaires qui ont des bonnes idées, non. La gestion de l'eau, c'est l'expression de rapports de force. Il y a des gagnants, il y a des perdants. Et c'est très clair aujourd'hui, par exemple, autour de la question du stockage, où les coalitions qui poussent plutôt au stockage, donc les syndicats agricoles majoritaires, les élus de territoires agricoles plutôt conventionnels, le ministère de l'Agriculture, etc., ont remporté des arbitrages. Et aujourd'hui, on est clairement sur une tendance à l'accélération des projets de stockage. Il y a la question de quel impact sur le cycle naturel de l'eau on estime acceptable. C'est-à-dire, on est d'accord pour dire que l'agriculture a besoin d'eau, mais quelle agriculture et pourquoi faire? Est-ce que c'est alimenter en eau des parcelles de maïs pour l'export ou pour développer l'élevage, c'est-à-dire une alimentation plutôt carnée, ou c'est du maraîchage pour des circuits courts, etc. Donc, voilà, c'est quelle agriculture on veut collectivement et pour quel débouché. Il y a toujours aussi un risque de maladaptation. C'est-à-dire qu'on vend aujourd'hui beaucoup l'irrigation comme une solution d'adaptation au changement climatique, parce que plus d'évapotranspiration, plus de besoin d'eau pour les plantes. Mais si vous connectez des exploitations à une ressource en eau, on a le sentiment d'être sécurisé quand on est agriculteur, sauf qu'on ne l'est pas forcément, et on se rend dépendant d'un système qui peut faire défaut à un moment donné. C'est-à-dire que si vous imaginez des bassines
ou des ouvrages de stockage, mais que par une succession d'années sèches, vous n'arrivez plus à les remplir, bah, vous avez l'impression en tant qu'agriculteur, vous êtes sécurisé par une ressource en eau disponible, sauf qu'en fait, bah, non, parce que voilà. Et donc c'est l'inverse de l'adaptation, c'est plutôt de la maladaptation. Vous êtes lié à un système bah, qui vous claque entre les doigts d'une certaine manière, et donc vous mettez en danger quoi, en vous rendant dépendant d'une ressource en eau par définition un peu fragile. Voilà. Et puis il y a des tendances aussi, on observe ça beaucoup dans les arrêtés sécheresse avec ces décisions de restriction sur les usages de l'eau. Il y a des tendances à la gestion, que j'appelle moi gestion par dérogation. C'est-à-dire qu'il y a des usagers qui sont pas soumis aux règles générales de restriction d'eau. Donc on l'avait vu pour les golfs en 2022, ça avait surpris beaucoup de monde. Les golfs avaient le droit d'arroser leurs greens en pleine sécheresse, ce qui avait suscité une certaine polémique pendant l'été 2022. Mais il y a aussi beaucoup de dérogations pour les usages agricoles. Et donc, tout ça soulève des questions d'enjeu, enfin des questions pardon, d'équité entre usagers. Et donc deux messages principaux là dans cette slide, c'est que pour vous, c'est évidemment indispensable d'intégrer la dernière science disponible, mais aussi toujours de penser aux incertitudes, que ce soit bah, dans les travaux scientifiques, mais aussi, bon là je parlais des incertitudes sur le prélèvement, donc ça veut dire voilà, toujours interroger, déconstruire les chiffres qu'on peut vous donner. Et puis aussi interroger, déconstruire les solutions a priori consensuelles, de bon sens, sans perdant, que j'évoquais tout à l'heure. Deuxième idée, là aussi, on est au cœur du réacteur politique, c'est que autour de l'eau aujourd'hui, notamment de la ressource en eau, on a des formes de polarisation croissante qui sont quand même très visibles, de manière schématique, entre les partisans d'une eau à usage plutôt économique et les partisans d'une eau comme bien commun. Donc, voilà, une polarisation avec des formes de radicalisation de part et d'autre, euh, des, euh, des militants de l'eau comme bien commun bon, agit par comment dire, un sens de l'urgence climatique qui conduit à des occupations. Alors, il y a eu quelques dégradations matérielles en marge de la loi du plomb, là, des bâches de bassines qui ont été lacérées là, ces derniers jours. Bon, c'est des dégradations matérielles qui sont évidemment sans commune mesure avec les dégradations matérielles qu'on a pu observer lors des dernières mobilisations agricoles. Et puis des formes de radicalisation du côté des syndicats agricoles majoritaires qui ont fait des normes environnementales vraiment leur cheval de bataille principal, ce qui est aussi une manière de détourner l'attention de sujets comme le partage de la valeur, par exemple. Et ça s'est vu lors des dernières élections aux chambres d'agriculture. La coordination rurale a remporté beaucoup plus de chambres qu'elle n'en avait auparavant. Dans la région Occitanie, donc on voit cette polarisation s'exprimer. Donc j'ai mis quelques exemples là, des photos de vos titres. Par exemple, autour de la tête, donc la question des débits réservés de la tête, où il y a du contentieux entre FNE et l'agriculture irriguée. Et puis dans le département de l'Hérault, il y a aussi des conflits autour de projets de bassines liés à Aquadomicia pour irriguer des vignes. Et donc là, il y a un collectif qui s'est monté et qui s'oppose à ce projet qui est porté par le département. Donc je pense que là aussi, un message pour vous, important de prendre au sérieux les controverses, les arguments avancés, les confronter toujours aux données scientifiques, aux travaux scientifiques disponibles, et politiser l'analyse des situations. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut être partisan, mais ça veut dire de montrer que bah, la gestion de l'eau, c'est pas qu'une affaire technique ou économique, c'est une affaire politique. Il y a des valeurs en tension, il y a des intérêts sociaux en tension, et donc ça nécessite des arbitrages par le politique, mais ça nécessite aussi des débats collectifs, des prises de décision qui sont par définition euh, politiques. Et ça, je pense qu'il faut bien le montrer. Dernière slide dernier message sur le fait que les agriculteurs sont des professionnels qui sont pris dans des interdépendances. Ça, c'est un truc hyper important. Alors, il faut toujours le rappeler, les agricultures sont plurielles, c'est-à-dire que il y a toute une gradation de pratiques entre. Alors je rappelle quand même que la majorité
des exploitations et des terres agricoles ne sont pas irriguées, quand même, il faut le rappeler, et que vous pouvez avoir des usages très utilisateurs d'eau, d'autres beaucoup moins, très utilisateurs de produits aussi, phytosanitaires, d'autres beaucoup moins. Et donc, autant il y a des politiques agricoles qu'on peut qualifier de productivistes et des syndicats agricoles qu'on peut qualifier de productivistes, autant à l'échelle des professionnels eux-mêmes, des agriculteurs, on est vraiment sur une gradation de pratiques et c'est très compliqué de mettre les gens dans des cases, quoi, voilà, conventionnelles. Donc, voilà, j'insiste là-dessus. En même temps, tous les professionnels sont pris dans un système d'interdépendance, donc d'incitation de contraintes. Ils ont vraiment, ils sont pris dans une chaîne en fait. Ils ont investi dans du matériel d'irrigation, donc on ne peut pas leur demander du jour au lendemain d'arrêter. Ils ont signé des contrats avec des groupements de producteurs, avec des entreprises industrielles, commerciales. Parfois, il y a même des clauses explicites de recours à l'irrigation. Il y a des engagements sur la qualité des produits, sur la taille, sur la forme, sur la couleur. Donc tout ça, il y a le consommateur en bout de chaîne. Donc, ils ne peuvent pas faire exactement ce qu'ils veulent. Ils sont pris, il faut vraiment rappeler qu'ils sont pris dans un système d'interdépendance. Et donc, changer la gestion de l'eau implique d'abord de changer les politiques agricoles. En fait, les politiques de l'eau sont beaucoup gouvernées par les politiques agricoles et agroalimentaires, mais c'est aussi actionner tout un tas de leviers qui concernent pas, qui doivent pas viser simplement les professionnels agricoles, mais aussi les conseillers, les grandes entreprises agroalimentaires, et les consommateurs en bout de chaîne. Donc je pense que c'est très important de mettre en perspective à chaque fois, si vous allez faire des reportages sur telle ou telle expérience locale, de les mettre en perspective en réinsérant à chaque fois les pratiques et les expériences dans un système d'interdépendance qui est par la définition assez complexe. Donc, je vous ai mis une diapo finale là, sur la synthèse. Je pense être des messages intéressants quand on a une approche un peu politique de la gestion de l'eau et puis quelques ressources bibliographiques à la fin. Voilà, merci de votre attention.